Alors, comment se situent les Français en matière de culture financière? Réponse avec vous, Mathieu Plane. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. On a cette enquête internationale qui a été présentée par la Banque de France. On apprend que le niveau des Français a un peu progressé en 2 ans. Des lacunes demeurent. On a cette note de 12,45 sur 20, ce qui nous met dans la moyenne de l'OCDE. Donc non, les Français ne sont pas nuls en économie, en finance. On est juste moyen. Ni bon ni nul. On est moyen. Ah non, ça serait même assez bien. En fait, 12,5 je crois sur 20. 12,45. 12,45 alors que la moyenne OCDE est à 12. On est plutôt dans la première moitié, mais on va dire le bas de la première moitié du classement de l'OCDE. Dans le ventre mou. Dans le ventre mou. Après, il faut toujours faire attention un peu à ces classements, hein, même si c'est intéressant. Quand on voit la liste d'ailleurs des pays, je crois que le premier c'est l'Allemagne. Oui. Donc ça, voilà, pourquoi pas. Le deuxième c'est la Thaïlande. Hong Kong. Non, deuxième Thaïlande, troisième Hong Kong et quatrième Irlande. C'est ça. Donc les classements en fait mixent un certain nombre de paramètres. Et en quoi là, ça pose un problème que la Thaïlande Après c'est sur la performance financière, si on doit relier ça à la performance économique, etc. Donc c'est pas une mauvaise chose, hein. Je veux dire juste que les classements, c'est une pondération d'éléments et savoir ce qu'on en fait de ces éléments-là. Comment cette enquête elle a été réalisée? C'est la question que je me suis posée. Alors j'ai vu que l'Institut CSA a posé des questions auprès de 2200 personnes, donc ça fait quand même du monde. Qu'est-ce qui est évalué concrètement? On a évalué quoi? Les connaissances? Alors, il y a 3 aspects. Il y a un aspect qui est plutôt théorique, c'est-à-dire sur les modes de calcul, par exemple. 100 € aujourd'hui, il y a... Ça, c'est intéressant. Est-ce que vous y a... Non, mais... Normalement, c'est facile. Il y a 3% d'inflation. C'est comment on calcule un taux d'intérêt. Le rendement d'un taux d'intérêt, si vous avez 2 points, si vous avez un taux de 2% de rémunération sur 100 €, quel est... Oui. Si vous avez un placement à 100 € avec un taux d'intérêt à 2%, quel est le rendement de ce placement-là et combien vous avez à la fin de l'année? On a moins. Et après, vous avez ça, c'est l'intérêt simple. Et après, ce qui est plus compliqué, c'est les intérêts composés sur 5 ans. Si par exemple, c'est 5 ans, 10 ans, combien vous avez à la fin? Parce que les intérêts portent intérêt. Exactement. C'est des intérêts composés. Exactement. Et donc, voilà, c'est ces petits calculs qui sont en fait relativement simples, mais qui ne sont pas forcément maîtrisés. Et ça, on est bon, on n'est pas bon sur les calculs de... Là, on est plutôt pas mauvais dans le classement, même si, effectivement, je regardais les résultats sur les intérêts, il y a à peu près une personne sur 2 qui sait en fait calculer correctement des intérêts. Oui. C'est pas terrible. Non, c'est pas terrible. Et sur les après, intérêts, ça dépend, pardon, de l'étude qu'on a aussi. Hein, oui, après, c'est un échantillon sur 2000 personnes, voilà, même si c'est certainement bien fait. Et sur les intérêts composés, on tombe à 40%, donc ça veut dire qu'on perd quand même un peu de monde. Et puis, il y a quand même des différences assez... Ah oui, puis dans les aspects théoriques, c'est par exemple, quels sont les effets de l'inflation sur le pouvoir d'achat, des choses comme ça. Donc, il y a tous ces éléments-là qui sont pris en compte. Je pense que les gens ont compris avec l'inflation qu'on s'est tapé pendant 2 ans que c'était négatif. Oui, normalement, voilà, l'inflation va plutôt rogner le pouvoir d'achat. C'est aussi, par exemple, l'inflation, quel effet elle peut avoir aussi sur l'épargne, sur le rendement réel. Ouais. C'est des choses assez intéressantes, en fait, qui font partie du quotidien des Français. Ah là, pour le coup, la réponse à ça, elle est pas claire. Hein. Non. Parce que ça dépend du taux d'intérêt. Exactement, et effectivement, est-ce qu'il y a une taxe inflationniste, une érosion? Mais ça, c'est des débats d'économistes. Un autre sujet dans lequel nous ne rentrerons pas ce soir. Je ne suis pas sûr qu'effectivement, on va trouver un équilibre là-dessus. Et puis, on voit que derrière, ça peut être des sujets assez complexes. Là, c'est plutôt des sujets relativement simples, sur des modes de calcul, on va dire relativement évidents. D'ailleurs, c'est important parce que quand vous allez faire votre placement, vous allez placer sur un livret A, donc c'est important de savoir combien il vous rapporte. C'est aussi important quand vous allez vous endetter sur un crédit. Et notamment pour les ménages, on va dire peut-être les moins bien informés, c'est-à-dire qu'effectivement combien ça pourrait leur coûter ou pas de venir s'endetter. Donc c'est vrai que cette éducation financière a un intérêt aussi pour protéger, j'allais dire, les ménages aussi assez modestes qui peuvent se retrouver en difficulté en fin de mois. Donc les connaissances théoriques et aussi le comportement d'épargnants qu'on a ou de... Alors ça c'est surprenant. Ça c'est surprenant. Il y a 2 choses. Hein. Il y a l'attitude vis-à-vis de l'argent, c'est-à-dire est-ce qu'on suit régulièrement ou pas finalement ses placements, ce qu'on a en banque. Est-ce qu'on connaît aussi bien, par exemple aujourd'hui, demain, si on demande aux gens est-ce que vous connaissez le taux du livret A, est-ce qu'ils donnent une bonne réponse? Là, c'est plutôt assez satisfaisant en fait. Par exemple, sur le taux de livret A, je crois qu'il y a... on raffole. Et parce qu'il y a eu des mouvements aussi. Et donc récemment, effectivement, les taux étaient très bas, ils étaient à 0,5, ils sont montés à 3%. Les gens, il y a eu quand même beaucoup de communication autour de ça. Et les gens sont plutôt informés. En revanche, ce qui est montré dans cette étude, c'est que les Français ne seraient pas très prudents dans leur gestion de l'épargne. Dans le sens, pas prudent, dans le sens où ils prendraient beaucoup de risques. Ah oui, ça, dans les théories, il y a aussi la question du rendement risque, qui est plutôt bien maîtrisée, ça. Sauf par les jeunes. Sauf par les jeunes, voilà. Mais les jeunes ne sont pas, effectivement. Il y a la question des crypto-monnaies aussi, ça va être autre chose. Mais oui, très clairement, c'est effectivement...
ce placement d'argent, comment il est vu et surtout, au-delà du rendement, c'est est-ce que vous avez des objectifs plus ou moins d'épargne ou patrimoniaux à terme. Et ce qui ressort de l'étude, ce qui est un peu paradoxal avec les chiffres macro, c'est que les Français ne seraient pas très prudents. Ils seraient plutôt enclins à dépenser plutôt qu'à épargner. Or, si vous le reliez avec l'épargne... Plutôt donc à dépenser oui. qu'à épargner. Et quand ils épargnent, par contre, on prend moins de risques possible. On prend moins de risques, mais par contre avec des visions plutôt court-termistes. C'est ce qui ressort de l'étude, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas un objectif patrimonial à moyen long terme, avec un calcul derrière, etc. Alors d'ailleurs, c'est peut-être lié justement au système de retraite qui joue un peu ce rôle-là d'assureur, notamment en tout cas plus que dans d'autres par les cotisations obligatoires. Effectivement, c'est une forme d'épargne forcée avec un revenu différé quelque part. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue macroéconomique, le taux d'épargne en France est particulièrement élevé parmi les pays de l'OCDE. On est à 16-17%. On est même à 18% aujourd'hui. Se pose d'ailleurs la question de pourquoi ce taux d'épargne est aussi élevé. Les Américains sont à 5%. Les Américains sont à un niveau d'épargne qui est très bas. Ils avaient beaucoup épargné pendant la crise. Ils ont tout redépensé. Ils sont même revenus avec des taux d'épargne inférieurs à ceux d'avant crise. Alors que nous, c'est même l'inverse qui nous caractérise. C'est-à-dire qu'on est extrêmement prudent. Même par rapport à nos voisins européens ? Les Allemands sont un peu comme nous, mais on fait partie du top européen et mondial sur l'épargne. C'est ce qui se voit au niveau macroéconomique, mais pour autant, d'après cette étude, non. C'est effectivement sur la vision, la gestion, on serait plutôt un peu court-termiste et pas très prudent sur un objectif patrimonial. Je pense que la question des systèmes de retraite peut modifier l'attitude. Effectivement, même quand vous êtes américain et que vous n'avez pas et que votre retraite est sur un fonds, en réalité, ou en tout cas, c'est une épargne propre que vous faites, une épargne privée. Ce n'est pas la même chose que quand vous payez des cotisations qui vous garantissent une retraite future. Et donc, cette épargne n'est peut-être pas gérée de la même façon. Dont on ne connaît pas bien le niveau. Alors, par contre, on ne connaît pas très... en France. Voilà. Mais normalement, on est censé... Enfin, si on considère que le système est viable, et c'est pour ça qu'il y a eu une réforme des retraites, il y a bien sûr quand même cette idée que ces cotisations vont donner... Mais il y a un taux de remplacement qui est tel que entre bien sûr. le salaire qu'on a en si vous aviez zéro, fin de vie active et la retraite, il y a un gros décrochage. Et si vous aviez vraiment très peu d'épargne de retraite publique, il y aurait besoin... Et si c'était un fonds de capitalisation, il est évident que vous êtes obligé d'avoir une forme d'éducation financière parce que c'est votre retraite future. La Banque de France qui a aussi testé, parlons un petit peu des ados, les connaissances financières des 15-17 ans, des grands ados. Ça m'a surpris, enfin encore que pas tant que ça non plus, cette mauvaise appréciation de la notion de risque. Beaucoup d'ados pensent qu'on peut gagner beaucoup d'argent sans prendre de risque. Là, il y a un peu de boulot, quoi. Oui, c'est un peu l'argent magique de ce côté-là. Oui, parce qu'effectivement, on voit quand même que les personnes plutôt plus âgées ont bien compris ce couple rendement-risque. Chez les jeunes, c'est assez faussé, ce qui est assez particulier, parce qu'effectivement, si on prenait peu de risques et qu'on gagnait beaucoup d'argent... ça se saurait. Ça se saurait, on serait tous riches d'ailleurs. Et je pense qu'il y a d'ailleurs aussi une vraie problématique autour des crypto-monnaies, aujourd'hui, qui sont assez mal connues, qui sont très prisées par les jeunes, et qui en fait sont des actifs très risqués. Ce n'est pas du tout une monnaie, comme une monnaie. Donc il y a peut-être aussi ça qui peut fausser les choses. Et après, quand on regarde aussi des éléments assez intéressants sur l'information, la connaissance de certains placements, quand on demande aux gens, alors pas forcément aux jeunes, alors 75-80% ils savent ce qu'est un compte courant. Par contre, sur un crédit immobilier, on tombe à 60%, donc c'est pas tant que ça finalement. Si on demande aux gens, est-ce que vous savez ce qu'est une action ? Là, on passe plutôt à moins de 40%. Les gens en général ou les jeunes ? Non, en général, là. Je ne suis même pas sur les jeunes. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, c'est bas. Et du coup, par exemple, sur les crypto-monnaies, il y a 15% des gens qui sont capables de dire à peu près ce qu'est une crypto-monnaie. C'est beaucoup par rapport aux 40% qui sont capables de dire ce qu'est une action quelque part. Oui, quelque part, voilà. Mais je pense que l'attractivité ou, si vous voulez, l'information qui circule n'est peut-être pas la même sur des retraités que sur des jeunes. Les jeunes vont quand même peut-être certainement être plus attirés par les questions autour des crypto-monnaies, les personnes plus âgées sur la garantie de leur retraite future, sur leur placement, les sécuriser, etc. Donc je pense qu'il y a aussi cette déformation-là, mais il ne faut pas oublier qu'effectivement ce couple rendement-risque est extrêmement important et ça fait partie effectivement de l'éducation financière de remettre ça sur les bases en tout cas. En tout cas, pour améliorer le niveau général, une initiation à l'éducation financière sera, alors j'ai bien compris l'info, sera obligatoire désormais. Quatrième, pour toutes les classes de quatrième, on se dit que c'est bien, voire pour nos enfants. Un peu nécessaire. Et c'est pas une mauvaise idée au fond. C'est pas en faire des financiers absolument. C'est juste avoir une information relativement éclairée sur des choses
du quotidien. Et c'est vrai que quand vous rentrez dans la vie active, vous êtes quand même confronté à ce genre de choses. Hein. C'est-à-dire que si vous avez un peu d'épargne, la question de le placer, les sécuriser ou pas, de savoir est-ce que vous prenez des risques ou pas. Justement, quand vous discutez avec votre banquier, être capable de comprendre ce qu'il vous dit. Quand vous endettez un crédit, on voit bien aussi pour un certain nombre de personnes, s'ils prennent un crédit à la consommation, c'est à leur capacité ou pas à la rembourser. Qu'est-ce qu'un découvert? Enfin, toutes ces problématiques-là ne sont pas inutiles. Je crois que c'est quelques heures dans l'année, hein, donc ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Surtout que ce qu'on voit, c'est que ce niveau d'éducation financière, il est quand même très proportionnel au niveau d'études. Et donc c'est vrai que si vous voulez aussi protéger quelque part les personnes qui ont fait moins d'études, qui sont peut-être plus modestes, qui seront peut-être plus soumises à ces difficultés de fin de mois, recours à des crédits à la conso, des choses comme ça, c'est bien qu'elles connaissent ce type d'informations. Les aboutissants. Donc peut mieux faire au final, peut mieux faire. Peut mieux faire, mais c'est pas catastrophique. C'est pas catastrophique, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais peut mieux faire. Et surtout, c'est bien d'éduquer effectivement sur ces questions de base, un peu financières, les jeunes pour qu'ils puissent faire des choix un peu éclairés. Voilà, mais qu'il ait les armes pour choisir de manière éclairée. Vous avez raison. Oui. Je suis sûr qu'il n'y a pas ces questions-là, mais par exemple dans les soldes et tout ça, c'est-à-dire qu'on a des calculs de pourcentage par exemple, je ne suis pas sûr que tout le monde maîtrise totalement ces calculs-là, qui sont des règles de 3, hein, qui sont un peu basiques, mais ce que je veux dire, c'est que toutes ces choses-là qui sont dans notre environnement au quotidien et qui sont des petits calculs mathématiques assez simples, sont quand même assez utiles au quotidien, je trouve. Allez, merci beaucoup. Explication signée Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OSE. Merci Mathieu et passez de bonnes fêtes. David, bonne fête. Salut, merci. À l'année prochaine. Oui.